à propos du thème du chômage et de l'éducation des jeunes au Cameroun et dans le monde entier. Bon, vu que ce jeune touche beaucoup de jeunes, nous sommes donc rassurés de donner le meilleur aux jeunes pour que les jeunes soient des leaders. Donc, cette session, c'est la deuxième session. Nous allons commencer par le module 2 aujourd'hui. Nous prions tous ceux qui sont connectés de faire signe à tous ceux qui ne sont pas encore en ligne pour ne pas rattraper la session très en retard. Je préfère passer directement la parole au formateur pour que nous gagnions plus en temps parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Je rappelle à tout le monde qui est là de fermer pour des soucis de connexion en fait. Rassurez-vous que vous avez fermé les caméras si vous n'avez pas une bonne connexion. Si vous voulez apprécier, vous levez la main, vous levez le pouce et la main si vous avez à dire. Donc, soyez très attentifs. Je vais laisser la session au coordonnateur de la session. Bonsoir, Clotaire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Bienvenue à la nouvelle session. Merci. Alors, je crois qu'il y a un gros problème de lumière et tout ça au Cameroun. Peut-être pour ça, beaucoup de gens ne sont pas connectés. Donc, on espère qu'ils pourront se rattraper. Pour ceux qui ont pu se battre pour avoir la connexion, donc, essayez de motiver les autres pour qu'ils arrivent avant qu'on ne finisse la session. Je vais essayer d'aller vite parce que normalement, je dois faire une présentation sur environ 30 minutes, j'espère. Et je vais laisser le temps pour que ceux qui sont là puissent poser des questions. Déjà, est-ce que ceux qui sont là ont participé à la session passée? C'est la question que je veux poser. Est-ce que nous avons tous participé à la session passée? Une personne. Une personne. Les autres n'ont pas participé. Est-ce qu'on s'est rattrapé parce que la session a été partagée? Est-ce qu'on a pu regarder la vidéo? Parce que c'est clair que si vous n'avez pas regardé la vidéo de la session passée, vous n'allez pas vous retrouver, ou bien vous allez travailler à moitié. Je vais un peu résumer pourquoi on a fait le module 0. Le module 0, avait pour objectif de vous aider, en fait, d'aider tous les jeunes qui vont regarder ce programme de 8 séances, d'aider ces jeunes-là à comprendre qui ils ou elles étaient. Parce que si vous voulez chercher le travail, si vous voulez commencer un business et chercher des partenaires, vous devez savoir qui vous êtes. Qui vous êtes en termes de force, faiblesse que vous avez, mais aussi en termes d'analyse extérieure directement liée à vous ou bien dans l'environnement macro. C'est pour ça qu'on a fait deux exercices principaux. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, et l'analyse PESTEL. Vous avez eu du travail à faire à la maison. Donc, pour ceux qui ont fait ce travail-là, dans les jours à venir, on essaiera de voir si on peut faire un coaching personnalisé, c'est-à-dire accompagner ces personnes-là. On n'a pas besoin d'avoir 25 personnes. Hein. 5 personnes qu'on pourrait aider, ce sera bien. Donc, je me présente, je suis Clotaire Tienou, je suis fondateur de WebDev, mais je ne préside plus l'organisation. Je suis fondateur d'Abarca, qui est une ONG espagnole, et je suis gestionnaire des projets. Je rédige des projets, je suis aussi formateur dans des projets avec l'Union européenne. Mon rôle est d'aider les jeunes à développer leurs capacités. En même temps, je suis rédacteur et investigateur, ou bien chercheur, en fait, dans les projets d'éducation sociaux. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du CV, mais on va parler du CV d'une manière tellement différente, probablement que vous n'avez jamais vu. Donc, pour commencer, ce que je vais partager avec vous va vous amener à creuser au fond de vous, en fait. Creuser au fond de vous pour retrouver ce que les gens ne recherchent pas généralement. C'est pour ça qu'on a commencé un travail exploratoire à la première session qui était de connaître qui vous êtes.
vos forces et vos faiblesses surtout. Parce que généralement, dans l'environnement du travail professionnel, par exemple, à un entretien d'embauche ou bien un entretien avec un collaborateur ou un futur collaborateur, quand on vous pose la question, généralement, les gens se bloquent parce qu'on n'a pas pris le temps avant de regarder cela. Parce que c'est un volet de nous que généralement, on n'aime pas regarder. C'est un volet de nous qui prête à confusion tout le temps. C'est un volet de nous que nous-mêmes, nous avons peur d'observer, nous avons peur d'approcher. Parce que la vérité, c'est ça qui blesse. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous voulez aller loin dans la vie, il faut savoir qui vous êtes. Il faut savoir, il faut être conscient de vos forces et de vos faiblesses. Et la dernière session, on a parlé des stratégies pour contrer cela, c'est-à-dire pour utiliser les forces et les opportunités afin d'abdiguer, de venir à bout de vos faiblesses, ou bien utiliser même votre entourage. On ne va plus revenir là-dessus parce que vous avez toute une vidéo de presque 3 heures de temps dessus. Aujourd'hui, on va parler du CV. Donc, une fois que nous savons qui nous sommes, on se pose la question maintenant, comment partir de l'invisible à l'incontournable? Le CV permet que notre avenir, en fait, dans notre CV, notre avenir ne dépend plus seulement du diplôme qu'on a eu ou de tout ce qu'on peut se vanter qu'on a. Notre avenir provient du fait qu'on puisse valoriser nos capacités et présenter nos valeurs dans un mini-document qui ne prend même pas 3 pages. Dans le cas de l'exercice, on va forcer sur 1 page parce que c'est le standard international. Donc, dans la réalité du marché, j'espère que vous voyez toute la présentation. Dans la réalité du marché, vous savez, le diplôme ne suffit pas. Le recruteur ne vous connaît pas. Et quand on lance une offre d'emploi, bien évidemment, il y a un ensemble de CV qui arrivent. Beaucoup de CV sont reçus. Par exemple, nous sommes en processus de recrutement en Espagne, on a reçu presque, pour un poste, on a reçu 100 CV. Dans les 100 CV, on est resté avec seulement 5. Dans les 5, on a demandé, on a envoyé des lettres, ou bien des courriers, disons, pour confirmer l'interview. Et finalement, on a fait l'interview qu'avec 3. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde de l'emploi, c'est un entonnoir. Le recruteur, il doit connaître un peu qui vous êtes sur le CV et après, avec l'interview, il vous connaît davantage. Et les premiers mois, il jauge si ce que vous avez dit, si ce que vous avez dit sur votre CV, si ce que vous avez dit à l'interview correspond plus ou moins à votre profil. C'est pour cela qu'il y a une période d'essai, engagement à l'essai, vous entendez ça au Cameroun. C'est ça qui caractérise si après vous allez continuer ou pas. Mais si vous ne connaissez pas vos forces, vos faiblesses, vous allez échouer à l'engagement à l'essai, même si votre CV est bien. Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous savez quoi mettre sur votre CV. Donc, le recruteur vous juge sur 2 choses. Le premier, c'est le CV que vous envoyez. Et le deuxième, c'est votre attitude à l'entretien d'embauche et votre attitude dans les premiers mois d'essai pour l'engagement. Donc, si votre CV est faible, bien évidemment, vous êtes éliminé, vous n'avez même pas l'occasion de parler. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé, pour ceux, je vois 3 personnes, 4 qui sont connectées. Si vous avez déjà envoyé un CV sans réponse, mettez le pouce comme ça. Je vois une seule main levée. Les autres sont où? Les autres dorment? Hein? Les autres dorment ou quoi? Mettez le pouce. OK? Vous savez, quand vous ne recevez pas la réponse, ce n'est pas forcément un manque de compétences. C'est souvent parce que votre CV n'est pas clair. C'est souvent parce que votre CV ne représente pas forcément ce que vous êtes. C'est peut-être parce que votre CV n'attire pas l'attention du recruteur. Je vous ai dit, le recruteur ne vous connaît pas. Le premier filtre, c'est votre curriculum. OK? Donc, le CV, ce n'est pas ce n'est pas un livre, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un document administratif à remplir qui raconte toute votre vie. Non, le CV, c'est quelque chose de différent.
Le CV, c'est une carte d'identité professionnelle. Regardez sur votre carte d'identité, prenez toute votre carte d'identité, regardez. Vous allez bien voir que on ne raconte pas votre vie sur votre carte d'identité. Il y a quelques éléments, votre photo, il y a votre nom, le nom de votre père, le nom de votre maman, le lieu de naissance, le numéro de la carte d'identité, et c'est suffisant. Après, qu'est-ce qui se cache sur votre carte d'identité? Les cartes d'identité, désormais, sont dotées d'une puce. Je crois au Cameroun, c'est déjà doté d'une puce, ou bien c'est connecté à un système électronique. Et ce système électronique cache des informations sur vous. Voilà comment votre CV est. C'est la réalité. C'est comme une brochure de vente dont le seul but est d'obtenir un rendez-vous. Donc, quand vous envoyez votre CV à un recruteur, l'objectif, c'est que vous décrochez un rendez-vous. Il doit montrer uniquement ce qui donne envie de vous recruter. C'est-à-dire, quand je regarde le CV, je dois dire, ça, c'est le candidat. OK? Donc, il y a une règle de 5, 6, 7 secondes que vous devez comprendre. Comment est-ce que le recruteur lit notre CV? Le recruteur ne le lit pas comme nous pensons. Il scanne le CV. Il cherche des mots-clés immédiats qui correspondent au poste qu'il est en train de proposer. Ah oui, je vois la réaction surprise de Guy Maison. Oui, le recruteur, sur 100 CV, je n'ai pas le temps de lire tous les 100 CV. Je scanne, je regarde. Vous savez comment le scanner fait. Ça fait ça, du haut en bas. En 5 secondes, je dois savoir si ce CV-ci attire mon attention ou pas. En réalité, on dit qu'un recruteur ne doit pas passer plus de 30 secondes sur votre CV. Quand ça part déjà à plus de 30 secondes, c'est un problème, un gros problème. En 30 secondes, il doit savoir si vous êtes placé pour la prochaine phase ou pas. Vous devez comprendre ça. Donc, pour survivre à ces 6 secondes, 7 secondes, votre CV doit être clair, structuré, avec des évidences, pertinent, avec des mots-clés du poste. Aéré, pas de blocs cachés, pas de lettres différentes d'autres, bien aéré, bien visible, bien lisible. Ça doit refléter qui vous êtes. Mais si vous envoyez un CV en texte plat, moi je ne regarde pas ça. Hein. Catégorisez-moi, on va voir ça maintenant. Catégorisez-moi le CV un peu comme ça, en bloc. Je ne dis pas aussi de porter 60 000 couleurs et mettre dans les blocs. Vous voyez, ces couleurs qui sont par exemple là sont des couleurs vraiment simples, ça ne fatigue pas l'œil, mais c'est suffisant pour attirer l'attention. Le premier cadran en haut, c'est votre identité, nom, numéro de téléphone, email. On va peut-être revenir sur l'email ou bien on va en passer, mais je vais vous en parler maintenant. Ne me mettez pas un email Clotaire 04 25 26 30 47 ou Clotaire NXYZ. Ne me mettez pas un email comme ça ne fait pas pro. Mettez-moi un email clotaire.tienou ou bien tienou.clotaire@gmail.com. Voilà des emails qui montrent déjà au recruteur que je peux compter sur celui-ci parce que vous êtes pro. Vous ne mettez pas des fantaisies sur vos emails. Mettez la ville de résidence parce que ça compte aussi. Si vous êtes dans la même ville, ça compte. Si vous n'êtes pas dans la même ville, ça compte aussi parce que pendant l'interview, il faut que vous ressortiez la capacité, par exemple, de vous déplacer et de vous relocaliser dans la ville. Parce que ça, c'est même quelque chose que vous devez essayer d'insérer, même si on ne demande pas, dans vos réponses. Je sais que je vis à tel endroit, je sais que la position est ici, je n'ai pas de problème à me relocaliser. Ça veut dire que vous avez pris la peine de lire l'offre et de regarder ce que demande l'entreprise. Le point 2, c'est le profil professionnel. 2 ou 3 lignes d'accroche. Ne me portez pas là-bas, vous mettez tous les jours n'importe quoi. C'est-à-dire, avant-hier, j'ai appliqué pour un poste de boulanger et voilà un poste qui arrive peut-être d'agent de restauration et je laisse le même profil professionnel. Ça veut dire que vous faites faux. Un profil professionnel que vous mettez pas ne marche pas sur tous les CV ou bien pour tous les offres d'embauche. Donc, il faut actualiser ça en fonction de l'offre qui est devant vous. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Il faut parler des compétences, ce que je sais faire, mon savoir-faire et mon savoir-être. C'est important. Il faut parler en cadre de l'expérience. Vous voyez que l'expérience là-bas occupe une grosse partie en fait et la partie la plus, disons,
je ne sais pas si en termes français, on l'utilise, la partie la plus grossement visible du CV. Si vous avez travaillé effectivement, si vous avez fait des stages, si vous avez fait aussi du bénévolat, vous mettez là-bas. On reviendra dessus. La partie 5, c'est la formation. Vous voyez que la formation, c'est une infime partie du CV. Ne portez pas les grosses lignes, vous chargez master en ceci, master en cela. Et après, quand on vous donne un travail, vous paniquez, vous ne savez même pas commencer à faire. Mettez-moi la formation plus petite et relevez-moi votre expérience. On va revenir là-dessus. Il faut parler des langues. Il faut parler des langues. On vous dit souvent, apprenez les langues, vous fuyez. Il y en a, bon, j'ai vu dans le groupe que le groupe était majoritairement, je crois, bilingue pour ceux qui ont répondu au formulaire dans français-anglais, mais aussi parler les langues locales en fonction des localités où l'entreprise se trouve peut être bénéfique pour vous. C'est à vous maintenant de réfléchir. Cette entreprise-là veut un employé à Douala. Si je parle peut-être le Bassa, c'est bien de mettre peut-être sur mon CV parce que je peux justifier ça en entretien d'embauche que parlant le Bassa, je peux facilement m'intégrer dans la localité où l'entreprise veut m'envoyer travailler. Et vous savez, la langue, c'est un moteur d'intégration. Quand vous arrivez dans une localité, vous parlez la langue locale, on vous écoute d'abord. Si on vous dit bonjour en langue locale, vous ne répondez pas, on sait que vous n'êtes pas du village, vous n'êtes pas de la localité, et on commence à vous repousser. Donc, pour une entreprise, elle a besoin de savoir que mon homme qui part travailler dans telle localité doit pouvoir s'imprégner de ce qui se passe localement, doit pouvoir s'intégrer. Donc, c'est important. Je ne dis pas que c'est obligatoire parce que dans certains cas, ça peut être aussi exclusif. Donc, il faut bien étudier l'entreprise. On verra ça dans d'autres sessions. En 7, les centres d'intérêt. Uniquement les centres d'intérêt qui sont utiles pour le poste. Ne me mettez pas pour un poste où on cherche, par exemple, un cuisinier, vous me mettez, j'aime jouer au football. En quoi le football que vous jouez est important à la cuisine? Mais si vous mettez là-bas que j'ai un intérêt particulier pour les saveurs orientales, par exemple, c'est différent. Pour les saveurs occidentales, c'est différent. Parce que vous cherchez un poste en cuisine. C'est normal. Oui, on va rire, mais ça paraît anodin. Pourtant, c'est comme ça que le recruteur, il scanne votre CV. On cherche un poste stable et vous mettez que vous aimez voyager, vous aimez vous balader. On veut un poste stable, on ne veut pas un poste volatile, on ne veut pas un travailleur volatile. Donc, c'est à vous de comprendre. Si vous voulez mettre des trucs qu'après, quand on ne va pas vous appeler, vous allez dire, c'est ma grand-mère qui a fait ça au village. Non, il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Hein. À vous, en bon entendeur, salut. Définir son profil professionnel, comme je disais, est très important. Un exemple, étudiant qui cherche travail pour gagner de l'argent. Vous êtes focalisé sur votre besoin, ce n'est pas bon. Je vois ça dans beaucoup de CV et bon, chacun a sa façon de voir, mais je pense que ce n'est pas bien fait. Mais regardons un peu, étudiant motivé et ponctuel, prêt à mettre mes compétences en logistique au service de votre équipe. Le focus là-bas est donné sur ce que vous apportez à l'entreprise, donc le gain que l'entreprise aura de vous sélectionner. Alors que l'autre est centré beaucoup plus sur vous, comme personne. Et en apportant ceci à l'entreprise, vous allez bien évidemment gagner de l'argent parce que vous aurez un salaire à la fin du mois, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir. Ne dites pas ce que vous voulez un job. Ne dites pas ce que vous voulez. Dites ce que vous apportez à l'entreprise, là-bas, dans votre profil professionnel. C'est important. C'est important. Vous pouvez commenter, hein. Si vous avez déjà fait ces erreurs-là avant, vous mettez dans la zone de commentaires, on va lire après. Après, beaucoup de gens ont tendance à dire « je n'ai pas d'expérience ». C'est bien évidemment un mensonge. Prenez même vos petits frères ou bien les enfants de vos sœurs ou de vos tantes qui ont 1 an, 2 ans. Comparez un bébé qui vient de naître avec un enfant de 2 ans. Vous croyez que l'enfant de 2 ans n'a pas d'expérience? Réfléchissons, hein. Je veux que vous réfléchissiez à partir d'aujourd'hui. Un enfant de 2 ans, il connaît déjà parler la langue, il a l'expérience. Un enfant de 2 ans, vous devez maintenant lui expliquer pourquoi est-ce que vous lui demandez d'aller vous donner un verre d'eau, alors que vous-même, vous pouvez vous le chercher. Les enfants sont déjà, c'est-à-dire les enfants naissent déjà smart. Un enfant de 2-3 ans, il remet déjà en question
ce genre de service que vous lui demandez. Et vous, qui avez plus de 20 ans, vous dites que vous n'avez pas d'expérience parce que vous êtes encore étudiant. Mais écoutez, à la maison familiale, vous nettoyez le sol. Donc, vous gérez des responsabilités domestiques importantes. Vous partez pour ceux qui partent chercher de l'eau, pour ceux qui partent prendre du bois, pour ceux qui partent aider maman à la cuisine, pour ceux qui partent laver les habits de toute la famille. C'est quoi ça? C'est des responsabilités familiales. Vous aidez un proche dans son activité commerciale. Vous rentrez le soir après l'école, maman a une petite boutique au quartier, vous partez l'aider à vendre. C'est quoi ça? Ce n'est pas du marketing et du commerce-vente. Vous recevez les commandes des clients, vous cherchez les produits, vous vendez, vous leur faites des reçus, vous gérez la caisse, vous notez c'est quoi ça. Après, vous allez dire que vous n'avez pas d'expérience, c'est votre problème, hein, mais après cette session-ci, changez votre mentalité, votre façon de voir les choses. Dans la communauté, vous organisez des événements sportifs, associatifs, familiales, anniversaires, baptêmes. Parfois, vous êtes même celui qui organise le mariage peut-être de vos cousins, de vos oncles. Vous dites que vous ne savez rien faire. Organisation événementielle, c'est quoi? Certains sont même DJ en improvisant. Et après, ils disent qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Vous mentez. Faites du bénévolat au quartier. Il y a des mamans au quartier qui ont souvent besoin d'aide. Vous allez les aider au champ, ou bien vous les aider à porter leur bagage en route pour mettre à la maison, ou bien vous les aider à puiser de l'eau. C'est quoi ça? Ce n'est pas des actions communautaires, ça? Vous dites que vous n'avez pas d'expérience. Vous êtes dans des groupes WhatsApp où généralement votre vieux téléphone, vous l'avez changé et vous voulez liquider, comme on dit souvent au Cameroun. Vous entrez dans un groupe WhatsApp, vous sortez des photos, vous faites du branding avec tout ce que vous savez manipuler des téléphones, vous mettez des bons prix et tout ça. Vous balancez dans un groupe WhatsApp, les gens vous posent des questions, vous répondez. C'est quoi ça? C'est pas de la vente en ligne? Vous voulez avoir quoi? Amazon? Vous dites que vous avez vendu en ligne, des gens ont posé des questions, vous avez répondu, vous avez convaincu des gens, ils ont acheté votre marchandise, vous avez vendu pas seulement le téléphone, un vieux poste radio, un vieux système, une vieille télévision, ainsi de suite. Vous avez fait du recyclage aussi. Ça, c'est du recyclage. Au lieu d'aller jeter à la poubelle, vous avez vendu, une personne a donné une nouvelle vie. C'est quoi ça? Ça, c'est à l'intérêt à la protection de l'environnement. Et vous dites que vous n'avez pas d'expérience. Ça, c'est votre problème, hein? Vous gérez vos pages Instagram. Parfois, vos amis ont des problèmes, ils viennent vous voir, c'est vous qui les aidez à publier des photos et tout ça dans leur page Instagram. Ou bien vous faites ça personnellement. Mais si vous pensez un seul instant, est-ce que je peux faire ça avec une association? Même pour ceux, bon, je ne sais pas quelles sont vos obédiences religieuses, pour ceux qui sont dans les mosquées, dans les églises, dans les groupes, dans les associations de quartier. Faites une page Facebook de votre association et commencez à publier les meetings, les réunions que vous faites dedans pour faire la promotion de l'association. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas le numérique, ça. Ce n'est pas du community management, ça. Vous voulez quoi à la fin? Vous dites que vous n'avez pas d'expérience. Beaucoup, vous pensez que l'expérience signifie avoir un contrat de travail. Non, c'est faux. Dans un CV, l'expérience signifie une activité que vous avez faite et que vous pouvez prouver, vous pouvez défendre, vous pouvez lier cette activité-là à une compétence, vous pouvez lier cette activité-là à une aptitude, vous pouvez lier cette activité, les acquis de cette activité-là à une valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise. C'est ça qui compte désormais. C'est pour ça que dans le CV, votre diplôme occupe une place infime dans votre CV. Votre formation occupe une place infime. Aujourd'hui, avec le monde de l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances que même les licenciés n'ont pas. Je pourrais vous partager mon expérience après, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, hein, pour que vous compreniez d'où je suis venu et où je suis allé jusqu'aujourd'hui. OK? On continue, hein, si vous permettez. Bon, c'est simple. Ce que je fais dans la vie, comment je le traduis dans mon CV. Si je n'ai pas du travail ou bien je n'ai pas travaillé dans des grosses entreprises, j'aide mon petit frère à faire ses devoirs. C'est de la pédagogie, mais aussi de la patience, parce que pour aider votre petit frère à faire votre devoir, vous des mots de tête tout le temps. Il ne comprend pas, vous les expliquez, vous réexpliquez, vous cherchez des méthodes pour qu'il comprenne. Et finalement, quand il comprenne, il passe ses examens. C'est quoi? C'est de la pédagogie. Je suis devant vous aujourd'hui, je n'ai pas fait l'école normale au Cameroun. Je n'ai pas un diplôme de professeur ou d'enseignant. Je n'ai jamais fait pédagogie à l'école de ma vie. C'est quoi? C'est faire
faire et faire, chercher à s'améliorer. C'est ça de la pédagogie. C'est ça que vous transmettez sur votre CV. Je gère une page Facebook, comme j'ai dit, Community Management et Communication Digitale. J'ai organisé la fête du quartier, gestion événementielle et du budget. J'ai vendu des vêtements sur Internet, négociation commerciale et vente. Prenez 5 minutes. Maintenant, là, si vous voulez, pendant qu'on est en train de parler, vous listez un peu toutes ces choses que vous faites de manière banale. Vous me faites ça sur un papier. Vous allez le faire plus tard, hein, à la maison, parce que vous allez créer votre CV de base. Et le CV de base, c'est un CV qui peut aller même jusqu'à 20 pages, 10-15 pages, où vous listez sans filtre tout ce que vous savez faire, ou bien vous avez fait, ou bien vous avez fait ou savez faire dans la vie. Vous listez. Je ne parle pas du travail. Je parle de lister ce que vous pouvez faire. C'est comme ça qu'on commence son CV. Mon CV professionnel, bien évidemment, a peut-être 15-20 pages. Maintenant, en fonction des projets, je puise certaines informations dans ce CV-là pour constituer maintenant le CV adapté à ce projet ou bien à l'époque quand je cherchais encore du travail, à cet emploi. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Peut-être après, vous allez trouver ça dans un livre. Je suis en train de vous partager mon expérience aujourd'hui. OK? Donc, il y a une différence après entre tout ce qui est savoir-faire, ce qu'on appelle les hard skills, ce que vous apprenez, Excel, anglais, permis de conduire, préparer votre profession, être maçon, savoir construire les maisons, être menuisier, être électricien, tout ça, ce sont des hard skills que vous avez appris à l'école et c'est des connaissances qui caractérisent votre profession. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les soft skills qui sont ceux qui caractérisent l'être humain. La ponctualité, la curiosité, le travail en équipe, l'adaptabilité, le sens de responsabilité et tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc, les compétences techniques, les hard skills, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, comme j'ai dit, et les compétences humaines, c'est qui vous êtes au travail. Et il faut à chaque fois que dans votre CV, on voit déjà une balance entre ces deux choses-là. Après, quand vous serez en train de travailler, il faut que cette balance-là continue, cet équilibre-là continue. Le monde de l'emploi, même si dans un cas, il y a beaucoup de compétition, mais on cherche d'abord un candidat équilibré. On ne veut pas un candidat qui a un doctorat, mais qu'après, le savoir-être là, il est nul. Ça ressort dans le CV. Quand je lis votre CV rapidement, je vois déjà qui vous êtes. OK? Donc, pour un jeune comme vous, je crois, sans carrière, les soft skills sont décisifs. C'est pour ça que j'ai insisté sur ça. J'aide mon petit frère à faire ses devoirs. Le sens, ce n'est même pas ressorti là, le sens des responsabilités, c'est-à-dire prendre la main de celui qui est derrière vous ou en dessous de vous et l'élever. Votre petit frère, vous aider à faire ses devoirs. Pourquoi? Pour qu'il apprenne, pour qu'il étudie et réussisse à l'école. Dans l'entreprise, on a besoin de personnes comme ça qui vont aider leurs collègues et non compétir contre leurs collègues tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui est très important quand vous n'avez pas d'expérience, d'expérience professionnelle pour commencer. Mais après, même quand vous avez d'expérience professionnelle, il faut qu'il y ait un équilibre constant entre tout ce qui est technique et tout ce qui est humain. C'est très important. Quand il y a un déséquilibre, soyez sûr que vous allez commencer à avoir des problèmes au travail, avec vos collègues, avec vos boss, même avec ceux qui sont en dessous de vous. Soyez aussi spécifique dans votre CV. Formation. Indiquez le diplôme, l'année, l'établissement et surtout ce que vous avez fait. Les mots-clés de votre diplôme. Ne me mettez pas un diplôme et vous arrêtez juste au diplôme et à l'année. Mettez quelques compétences clés qui ressortent de cette formation. Si vous avez une licence, par exemple, en sociologie et vous appliquez pour un poste où on a besoin de faire des recherches, ressortez les capacités que vous avez développées au cours de votre licence ou ce que vous avez appris au cours de votre licence qui ont trait à la recherche. Méthode de recherche en sciences sociales, vous listez cela. Ne me mettez pas des diplômes vagues comme j'ai vu. Licence 2003, licence en ceci et vous restez là-bas. Quand je lis, je ne sais pas si peut-être vous avez seulement eu une note banale en histoire. J'ai besoin de voir quand je lis votre CV que vous avez effectivement une licence et vous avez des aptitudes. Vous mettez,
Parce qu'après, quand je vais vous interroger, je vais vous poser des questions sur des trucs techniques. Et si vous n'avez pas préparé votre CV, vous n'allez pas pouvoir répondre. Croyez-moi. Donc, c'est important. Tout ce que je vous dis de mettre là, c'est d'adapter ça aux besoins de l'entreprise. Parce que quand on prend un diplôme, il est vague. Il est général. Il est général. Écrivez vos questions. Vous me permettez de finir vite et à la fin, vous allez les poser, pardon. Et je peux revenir sur les slides sans problème. OK? Donc, ajoutez les projets marquants. Si vous avez fait un petit projet de mémoire en licence ou en master, bon, le master au Cameroun est clôturé par un mémoire. Mettez le thème de votre master. C'est important. Dans les centres d'intérêt, comme j'ai dit, évitez les banalités. J'aime le cinéma. J'aime le football, la lecture. Bon. Si vous mettez le football, orientez ce football-là à ce que ça peut apporter, par exemple. Capitaine de l'équipe de football locale, entre parenthèses, leadership. Ça a un sens. Ne mettez pas juste j'aime le football, j'aime la lecture, j'aime les voyages. J'adore organiser les voyages. Ça veut dire qu'en termes événementiels, pour les capacity building de l'organisation, je peux bien être volontaire dedans. C'est déjà différent votre centre d'intérêt. Donc, orientez-le en fonction de l'offre d'emploi. Membre d'un club de lecture, curiosité, auto-apprentissage et tout ce que vous pouvez rajouter. La règle d'or, si quelque chose n'apporte rien à votre image professionnelle, ne le mettez pas. Ça constitue un piège pour vous, un gros piège, un piège qui va faire en sorte qu'on ne vous appelle jamais. Croyez-moi, on ne vous appellera jamais. Vous me permettez de continuer? Il y a des erreurs fatales, comme j'ai dit au départ, qui créent des zones de danger. Les emails, machin truc, non. Prénom, non. Nom, prénom, @yahoo.fr. Nom, prénom ou prénom, non, @gmail.com. Les photos en selfie qui sont pixelisées, comme les photos de cette caméra que nous utilisons maintenant pour cet appel, ne mettez pas. Entrez dans un studio photo. À 300, vous sortez une bonne photo. Demandez au gars de ne pas sortir la photo en papier et de vous envoyer ça dans votre email. Vous avez déjà la photo professionnelle. L'arrière-plan est uniforme. Vous êtes bien vêtu, on dit ça en français. Mon français est en train de... Hein? Vêtu. Ok, vous avez compris. Ben, je viens un peu plus parler français. Hein? Ne mentez pas dans votre CV, pardon. N'inventez pas les compétences. Parce qu'après, on va vous poser des questions dessus. Vous allez bégayer. Et dès que vous commencez à bégayer, parfois même, les gens mentent. Ils sont très bons menteurs. Même ça, on détecte. Parce que quand vous dites déjà trop de choses vraies, ça amène à la curiosité du recruteur. Soyez humble dans votre CV et à l'interview, soyez aussi humble. Pas plus d'une page pour les CV, sauf si on a demandé. Par exemple, les CV pour les chercheurs, généralement, on demande plus d'une page parce qu'on a besoin de voir les articles que vous avez publiés avec certains abstraits et tout ça qui prennent beaucoup de pages. On a besoin de voir votre profil académique qui prenne aussi beaucoup de pages. Donc, en fonction de l'offre d'emploi, regardez. Si on n'a rien mis, évitez les CV longs. Comme je vous ai dit, la règle des 7 secondes. L'orthographe, évitez les fautes. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous plaindre parce qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez corriger vos fautes. Donc, ce n'est même plus une question de dire que voilà. Mettez quand même un CV propre. Parce que, en fonction de cela, le recruteur sait que vous êtes quelqu'un de responsable et attentionné. Je sais par exemple que ceux qui ont fait l'enseignement technique n'ont pas une bonne main d'écriture. Pas une bonne main d'écriture, mais il y a des fautes. Je comprends parce qu'on n'a pas mis l'accent sur certaines choses. Mais j'ai vu des personnes qui ont des licences générales qui font des fautes plus que ceux qui ont fait l'enseignement technique. Mais là, ce n'est pas le problème. Sur votre CV, soyez impeccable. Après, maintenant, à l'entretien d'embauche, on sait déjà, de par votre niveau scolaire, académique ou professionnel, on sait quel type de langage vous allez utiliser. Mais sur votre CV, soyez un peu impeccable. Soyons concis là-dessus, hein, parce que c'est votre image. Après, on va voir que le jour de l'entretien d'embauche,
n'allez pas n'importe comment. C'est aussi vrai qu'en fonction du contexte, avec mes cheveux, par exemple, je ne réussirais pas d'entretien d'embauche au Cameroun. Aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir n'importe quelle coupe de cheveux parce que je suis le boss. Ne suivez pas mon exemple. Je le dis bien, parce qu'au Cameroun, vous n'entrerez pas avec ça. Coiffez-vous bien. Ne laissez pas les cheveux, peignez-vous. Pour les femmes, allez au salon de coiffure, faites de belles tresses, mettez de bons habits, sentez bien, mettez du parfum. Parce que c'est votre image. Vous êtes en train de vous jouer un poste de travail, les gars. Ne mettez pas aussi des parfums extravagants, des parfums qui vont laisser des odeurs. Mettez des parfums doux, qui ne vont pas blesser les narines du recruteur. Mais dès que vous allez entrer, on va dire, mais quelqu'un est entré. Même si c'est pour un poste de balayeur de rue, je le dis bien, parce que vous aimez votre travail. Vous aimez votre travail. Vous aimez votre travail. En Occident, on appelle les balayeurs de rue les techniciens de surface. C'est des gens qui gagnent aussi bien leur vie en Europe. C'est juste qu'en Afrique, au Cameroun, bon, ça passe comme ça passe. On sait tout comment ça passe. Donc, les gars, en bon entendeur, salut. Maintenant, quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. La méthode de rédaction du CV. La méthode brouillon d'abord. Comme je vous ai dit au départ, c'est très important. Je vais vous donner un travail à faire. Et ce travail-là va conditionner ce que vous allez faire demain. Comme je vous ai dit, depuis les slides que je passe, je vous ai dit, prenez-moi une feuille, mettez-moi la liste, faites une liste indéterminée, infinie de tout ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous pensez que vous avez fait dans votre vie. Ça, c'est le travail que je vais vous donner à faire à la maison. OK? Vous écrivez tout ça. Quand vous avez fini d'écrire tout ça, vous saisissez à la machine. Peut-être dans la prochaine séance, on verra. Pour ceux qui ont écrit, on fera une démonstration en live sur comment utiliser ça pour créer un CV brouillon. Le CV brouillon, c'est le texte, hein, c'est le texte plat. Ça peut être 50 pages si vous voulez, mais c'est plat. Ça peut être même des narratifs. Ça peut être tout un texte narratif de ce que vous avez fait. C'est rien de structuré en termes de tiret, année et tout ça. Non, c'est quelque chose de narratif où les années sortent, mais ce que vous avez fait sort. Ceux qui vont faire ça la prochaine séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une ou deux personnes et on va faire une démonstration. Utilisez l'intelligence artificielle pour écrire votre CV à votre place. Mais le brouillon là, vous devez faire ça. Parce que l'intelligence artificielle ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas. Si ça crée quelque chose qui n'existe pas, vous n'allez pas pouvoir expliquer. Mais si ça crée à partir de quelque chose qui existe parce que vous avez dit que vous avez fait ça, maintenant, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir, entre-temps, d'autres talents dans ce que vous avez fait que vous ne saviez pas. On fera la démonstration et ça va changer votre façon de voir les choses désormais. Donc, faites d'abord ça. Parce qu'après, la prochaine étape, c'est de pouvoir trier votre CV. Gardez ce qui est pertinent. Jetez le reste. Gardez ce qui est pertinent quand vous passez du CV brouillon à un CV pour un entretien d'embauche. Donc, jeter le reste là, je ne veux pas dire que vous jetez tout. Vous venez dire après que Clotaire avait dit ceci. Non, je dis bien, dans la procédure de répondre à un appel d'offres, quand vous avez votre CV brouillon, vous rentrez dedans, vous triez maintenant les éléments dont vous avez besoin pour constituer le nouveau CV. Le reste, vous laissez dans le CV brouillon, non? Donc, vous ignorez le reste. Ne prenez pas jeter le reste comme jeter à la poubelle. Vous ignorez le reste. Vous prenez ceux qui sont adaptés à ce poste-là. Je ne sais pas si vous comprenez la logique de la chose. Ça, c'est très important. On ne va pas vous enseigner ça dans d'autres cours. Hein. On va vous dire, non, le CV doit être ceci, listé cela. Vous pouvez avoir 10 000 CV. Parce que quand vous avez fait votre CV brouillon, on verra. Vous allez découvrir. Ça, c'est des exercices que moi, je faisais avant même que l'intelligence artificielle ne sorte. Donc, l'intelligence artificielle est arrivée juste pour me prouver que je ne faisais pas mal. Vous pouvez avoir un petit CV. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et on fera l'expérience hein, en live. On fera l'expérience avec un de vos CV la prochaine séance. Venez et vous verrez. Vous allez découvrir que à partir de votre CV brouillon, vous pouvez créer
5, 6, 10, 15 autres CV pour répondre à n'importe quel appel d'offres en fonction des expériences que vous avez. Je ne dis pas expérience forcément de travail. Je dis expérience qui peut être capitalisée en expérience professionnelle. OK? Après, maintenant, on les organise. Quand on a trié, on les organise en les rangeant dans les 7 rubriques que j'ai dit avant. On les relit, on regarde si c'est bien, on regarde s'il n'y a pas de répétition. Et voilà que notre CV est enfin prêt. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fera? On va passer à utiliser un template. Toutes ces étapes que je viens de citer là, on fera ça dans la prochaine séance en utilisant facilement et en moins de 5 minutes notre ami l'intelligence artificielle, même à partir de votre téléphone. Quand vous avez fini, jusqu'à vous avez tout prêt, on passe maintenant à l'étape d'utiliser Canvas qui a déjà des templates prédéfinis, même à partir de votre téléphone. Avec un peu d'Internet, vous répondez à l'entretien d'embauche. Ça veut dire quoi? La technique que je viens de donner, qui est une technique que vous devez travailler personnellement, plus l'intelligence artificielle, plus les templates qui existent déjà, en moins de 1 heure de temps, vous avez préparé votre réponse à une offre d'emploi et de manière précise. Mais il ne faut pas oublier qu'un CV ne vient pas parfait. Il le devient par correction, par adaptation et adéquation de ce CV à l'entretien que vous voulez candidater. Donc, généralement, avant d'envoyer le CV, quand vous avez fait toutes ces étapes, vous devez regarder cette checklist. Est-ce que mon nom et mes coordonnées sont sans erreur? Est-ce que ma photo est professionnelle? Est-ce que j'ai éliminé toutes les fautes d'orthographe? Est-ce que mes dates sont cohérentes et pas de trous inexpliqués? Est-ce que mon profil donne envie de me rencontrer en 6-7 secondes? Ai-je transformé mes activités de vie en mots-clés professionnels? Dès que c'est clair, c'est clair. Vous envoyez votre CV et vous attendez. Vous avez déjà fait votre part. Vous avez fait votre part. Vous attendez maintenant, soit les ancêtres, soit votre Dieu, soit la nature, de répondre positivement. Mais je dis, quand vous le travaillez de cette façon-là, vous mettez du cœur, vous mettez de l'amour, vous mettez de la détermination. Parfois, ça se ressent, les gars. Ça se ressent quand quelqu'un ouvre votre CV. Ça se ressent. Dès que je regarde ce CV, je sens que celui-là, il s'est assis, il a fait son travail. Parce que c'est beau, parce que c'est humble, parce que tout ce qui est mis dedans n'est pas fabriqué. Parce que le langage que vous allez utiliser dans votre CV fabriqué, c'est général, c'est générique, c'est du déjà vu. Mais si vous vous asseyez, vous travaillez ça comme ça, vous allez voir que ça va sortir du lot. Et le recruteur, même s'il ne voulait pas, il va d'abord vous appeler. On va faire l'expérience, hein. On va travailler vos CV. Pour ceux qui cherchent l'emploi, vous allez envoyer. Parce qu'après, on va vous dire, chercher l'emploi, c'est un travail. Il y a des gens qui disent, non, j'ai envoyé mes CV combien de fois? Vous cherchez l'emploi, vous envoyez un CV, vous attendez 2 ans. Vous n'êtes pas en train de chercher du travail. Quand moi, j'ai cherché le travail au Cameroun, j'envoyais mes CV, 5 CV par jour. 5 CV par jour. Parfois, il fallait imprimer pour aller déposer. Pendant 1 mois, chaque jour, vous déposez les CV partout et vous faites une liste d'où vous avez déposé, à quelle heure vous avez déposé. Vous faites une liste de l'entreprise où vous avez déposé. Parce que si vous ne faites pas cette liste, quand on vous appelle, vous ne savez même pas vous retrouver. Vous perdez. Ah ben, c'était encore quelle entreprise là? Non. Dès qu'on appelle, on vous dit c'est telle entreprise. Vous avez votre checklist là, vous regardez. Donc les gars, avec la session d'aujourd'hui, vous avez construit le fond, le contenu de votre CV. Maintenant, pour le module suivant, vous devez rédiger votre CV comme tel, sur papier ou sur Word, comme je vous ai dit, le CV basique. Préparez ce contenu, apportez pour le prochain cours. OK? Nous utiliserons l'intelligence artificielle et Canvas. C'est le prochain cours, le module 2 est uniquement focalisé là-dessus. Maintenant, je crois que j'ai fini. Je crois que mes slides sont finis. Voilà le dernier slide. Votre premier pas, vous avez franchi votre premier pas ou votre premier rendez-vous avec votre futur. Votre CV est votre premier
passeport pour votre avenir professionnel. Si vous le négligez, vous vous négligez. Donc, c'est à vous de prendre le pouvoir sur votre histoire. Et l'histoire, ne laissez pas les autres écrire la vôtre. Hein. La vôtre, c'est vous qui devez l'écrire parce que demain, vous allez raconter à vos enfants, à vos petits-fils, à vos neveux, ainsi de suite. Si vous voulez raconter l'histoire des bandits à vos neveux, ça ne regarde que vous. Mais je vous dis aujourd'hui, votre avenir est entre vos mains. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je laisse le partage si vous voulez revenir sur un slide. Des questions? Ou c'est trop clair? Oui. Je lève la main pour poser la question la plus simple que tout le monde commence à poser. Est-ce que dans un CV, il est obligatoire de mettre une photo? OK. À cette question, si je vais répondre simplement. Quand vous préparez votre CV, on verra ça peut-être dans les autres modules. Quand vous préparez votre CV en réponse à une offre d'emploi, ou une offre d'emploi, je ne sais plus quoi, un appel à candidature, vous devez faire une investigation pour savoir qui est l'entreprise qui veut recruter. Vous devez chercher les réseaux sociaux. Bon, soit on pourra avoir la vidéo enregistrée du module, bien évidemment. Vous devez rechercher sur les réseaux sociaux. On pourrait voir aussi comment faire les recherches sur les réseaux sociaux. Dans les sites web, vous devez rechercher partout. Si vous avez des connaissances qui sont dans ces entreprises, vous devez vous renseigner auprès de ces connaissances-là pour savoir. Moi, généralement, je ne conseille pas de mettre la photo. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que, avec la photo, si votre visage énerve celui qui lit le CV, il ne va plus lire le reste. Parce que la photo, c'est bien beau, ça présente qui vous êtes directement, mais si votre face énerve quelqu'un, il ne va pas lire le reste. Pourtant, probablement, vous avez les compétences qu'ils recherchent, l'expérience qu'ils recherchent, la détermination que ces personnes-là recherchent. Pour ça, moi, je ne conseille pas de mettre. Tout de même, comme avant, on mettait même le sexe sur le CV, je ne conseille pas aussi. Parfois même, je conseille aux gens de ne pas mettre le prénom. Parce que généralement, avec le prénom, on détermine si vous êtes femme ou homme. Et pour des gens qui ne veulent recruter que des hommes, probablement, quand vous mettez votre prénom, ils voient que vous êtes une femme, ils ne vont pas vous appeler. Donc, c'est aussi déterminant. Tout ça entre dans votre recherche. Si vous avez un appel à candidature, c'est à vous de faire l'investigation. CV ne fait pas magie, c'est vous qui faites la magie sur votre CV. Mais si vous portez un CV général, vous envoyez déjà votre CV éliminatoire parce que ça va comporter probablement ce que l'entreprise ne veut pas voir à cette étape. Maintenant, quand vous ne mettez pas le nom, le prénom, vous ne mettez pas le sexe, vous ne mettez pas la photo, ils recrutent ou bien ils appellent pour un entretien d'embauche un candidat lambda. Quand vous arrivez, ils seront obligés de vous recevoir, même si votre visage les énerve, ils vont vous recevoir. C'est là-bas où la magie s'opère. Si vous êtes préparé, vous avez fait votre SWOT analysis, vous avez fait l'analyse environnementale de vous-même. Mais un autre secret, c'est de faire, comme j'ai dit, des recherches sur l'entreprise et faire une analyse de l'entreprise et de comprendre pourquoi l'entreprise veut ce poste-là. Vous vous préparez. Quand vous partez là-bas, vous avez des éléments sur vous. Tout ça se travaille. Hein? On ne se lève pas un matin pour aller à un entretien d'embauche comme ça. Non, on se travaille, on crée cette routine-là qui fait en sorte que dès qu'on arrive là-bas, on s'assoit en toute confiance. On sait ce qu'on vaut. On sait ce que l'entreprise veut et on sait ce qu'on apporte à l'entreprise. Oui, Kevin? Oui, bonsoir, monsieur Clotet. Bonsoir, monsieur Clotet. Oui. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, monsieur Clotet. Oui, ma question est celle de savoir comment
comment reconnaître qu'une photo, elle est professionnelle sur un CV? Premièrement, où je suis, si je prends une photo de moi, est-ce qu'elle est professionnelle? Non. Parce que je ne suis pas bien coiffé. Pas forcément par ma coiffure, mon style de coiffure, mais parce que je ne l'ai pas arrangé. Peut-être, bon, je me suis coiffé, j'ai fait ma barbe, c'est un peu présentable. Mais l'environnement où je suis, par exemple, le background, il n'est pas professionnel. Généralement, le background doit être uniforme. Pas forcément des couleurs trop frappantes. Couleur gris au fond, couleur blanche. Donc, dans un studio photo, vous l'avez. Même votre vêtement, vous devez être habillé un peu en responsable. Ça veut dire pas forcément la veste. On sait que la veste coûte cher au Cameroun. Mais une bonne chemise, généralement chemise blanche ou jaune, un truc comme ça, des couleurs qui brillent. Parce que si vous êtes bien habillé en blanc, c'est pas sale, c'est pas tacheté, ça présente, c'est présentable. Vous êtes bien coiffé, le plan est bien fait, l'arrière-plan bien, les lumières bien. Voilà une photo professionnelle pour moi. Maintenant, si vous prenez un selfie, même si c'est très clair n'importe comment, le selfie, c'est un selfie, ça se note. Parce que votre main est levée et l'autre main est comme ça. Oui. C'est-à-dire, c'est disproportionné. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une photo professionnelle. Donc voilà. Donc essayez de... Oui, vas-y. Oui, sur Internet, quand je regarde le CV des Européens, sur certaines photos, sur certains profils, je vois qu'ils filment entièrement le physique, entièrement des pieds jusqu'à la tête. Et ils ne prennent pas des posters physiques, ils prennent des posters n'importe comment, du moins. Ces places-là, c'est comme si ces places-là, peu importe l'habillement qu'il a eu, parfois il tient même un cahier à la main, il se filme comme ça, il met sur le CV. Or, contrairement à d'autres CV, on filme demi-photos, demi-4 photos. Bon, je voudrais savoir la différence. Quelle est bien entre les deux? Bon, il y a une chose, c'est quoi? C'est que si dans un appel à candidature, on vous demande de mettre la photo sur votre CV, je vous conseille même de ne pas y aller. Parce que cette entreprise-là, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intégration, d'inclusion. On parle du fait que je ne veux pas forcément savoir qui vient vers moi, je veux savoir si cette personne peut me donner le travail, le rendement que je veux. Donc, que cette personne soit physiquement debout ou assis, si cette personne peut me faire le travail, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, dans beaucoup d'entreprises, ils demandent des CV debout pour voir si vous pouvez marcher et tout ça. Bon, bien évidemment, une personne, par exemple, à mobilité réduite, ne va pas aller postuler pour un travail où elle sera debout tout le temps parce qu'elle sait déjà la condition du travail. Donc, forcément, si c'est un travail qu'elle peut faire, elle va postuler. Donc, ça ne sert à rien de demander d'être debout ou quoi que ce soit. Et déjà, la photo, comme je vous ai dit, je ne conseille pas sur le CV. Maintenant, les CV que vous voyez en ligne ne sont pas forcément les CV exacts. Aujourd'hui, Internet est bourré de n'importe quoi et vous pouvez voir n'importe quoi sur Internet. Donc, ne regardez pas ça. Comme des gens disent, je ne vais pas faire les recherches sur Internet et vous tombez dans le piège de toute cette désinformation-là. Ceux qui se filment debout, comme je vous ai dit, le CV debout déjà, bon, je ne demande la photo debout, je ne conseille pas. Déjà, si une entreprise demande ça, je vous dis encore, n'allez pas postuler à cette offre d'emploi parce que c'est le type d'entreprise qui va vous chercher les poux dans les têtes tout le temps. Parce qu'une entreprise respectable veut recruter la personne qui va donner va leur permettre d'atteindre le rendement, voilà, va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Ok. Autre question? Merci. Oui, une autre question. Vas-y. Bon, je voudrais savoir, lors de la construction d'un CV, par rapport à une offre d'emploi précise. Bon, là, je vais prendre le cas pratique sur moi-même.
Par exemple, une offre d'emploi qui a besoin des services d'un électrotechnicien en industrie, plus précisément dans la production. Moi, maintenant, dans le parcours de mon CV, j'ai déjà débuté dans une entreprise qui effectuait dans les travaux publics, où j'étais électricien du chantier de terrain. Et plus tard, j'ai fait les prestations de services dans une multinationale ici au Cameroun qu'on appelle Canal+. Bon, bien après, j'ai aussi eu de l'expérience dans une entreprise de production de la place qui faisait la production des cartons. Donc, j'ai été maintenancier. J'ai aussi été maintenancier et opérateur de machines. Bon, maintenant, dans la construction de mon CV, pour pouvoir postuler à l'offre d'électrotechnicien pour cette entreprise qui a besoin d'un électrotechnicien qui va superviser, contrôler le bon fonctionnement des machines. Est-ce que je suis obligé de mettre dans mon CV au niveau de la partie pas compétence, mais expérience professionnelle? Suis-je obligé de mettre mon expérience acquise dans le secteur des travaux publics et dans le secteur de Canal+? Est-ce que je dois détailler tout ça? Puisque ça ne doit pas concerner l'entreprise. Oui, et ça va, si vous comprenez ma question. Je comprends parfaitement et je crois que dans ma présentation, j'ai répondu déjà, mais je vais revenir là-dessus. Le poste, c'est exactement le poste que tu as occupé ailleurs, mais la fonction, ce n'est pas la même fonction. C'est ce que j'entends dans ce que tu expliques. Mais maintenant, ce qui est intéressant pour le recruteur, c'est de savoir dans les fonctions que tu as occupées ailleurs. Et c'est ça que tu dois changer dans ton CV pour adapter à l'offre. Tu dois regarder ce sur quoi ils ont besoin, les fonctions que tu dois réaliser, les responsabilités en fait de la nouvelle fonction ou bien du nouveau poste que tu veux postuler. Tu dois regarder cela et aller dans ce que tu as fait. Dans ce que tu as fait dans chacune des entreprises où tu es passé et essayer d'établir des concordances. Pas forcément des concordances pour matcher d'égal à égal, mais des concordances pour dire telle chose que j'ai faite ici peut être transférée ici. Ça, c'est Donc, dans tes expériences passées. C'est pour ça que tu dois lister maintenant ces expériences-là avec le titulaire de ton poste, mais avec maintenant des fonctions qui sont adaptées à la nouvelle offre. Ça, c'est Après, tu descends au niveau éducatif, ta formation. Si tu as une licence pro, un BTS, je ne sais plus, ou un bac professionnel, dans la même formation, électrotechnicien, on sait que le titulaire, c'est ça, mais dans ce que tu as appris, tu vas dans tout ce que tu as appris, tu ressors dans ce que tu as appris, ce qui correspond avec le nouveau poste. Ça, c'est l'adaptation et comment on dit ça en français encore? Le transfert de compétences d'une expérience passée à une nouvelle expérience. Donc, c'est un travail que tu dois t'asseoir et faire. Mais comme j'ai dit, la prochaine séance, c'est facile aujourd'hui. La prochaine séance, si tu me fais ton CV basique, c'est-à-dire ton CV, on appelle ça raw CV, c'est-à-dire ton CV brouillon, avec tout ce que tu as eu à faire, ce sera plus facile encore de faire ce transfert-là de ton CV ancien au CV nouveau qui va répondre à l'offre qui arrive. Et je dis, c'est facile aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Après ces 8 formations, c'est votre façon d'apprécier le monde du travail. Les questions que tu poses maintenant, tu ne vas plus poser parce que tu vas avoir les outils pour faire ça toi-même. Ces outils-là existent. Peut-être parce que vous n'avez pas pensé à ça. Donc, dans la prochaine séance, viens avec ton CV, viens avec l'offre, même si ce n'est plus d'actualité ou si c'est toujours d'actualité, on va faire ça de manière pratique. Vous allez voir comment on questionne avec l'intelligence artificielle. L'avantage, c'est que vous avez le feedback à chaud. Ça, c'est Vous avez le feedback à chaud. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que dès que vous faites, on va faire ces opérations-là, on va évaluer ces opérations-là avec la même intelligence artificielle pour voir si tout ça concorde. Mais je te dis, on va l'utiliser
Parce que si on va s'asseoir pour faire ça, ça va nous prendre peut-être même une journée. Hein. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais comme je sais déjà ce que je veux, on va le faire en moins de 30 minutes. Limpide. Et tu seras surpris du résultat. Donc, le secret, c'est ça. Le secret, comment nous pouvons... Il y a une question là dans le chat. Edwige, si tu peux lire après. Le secret, c'est de prendre tes expériences passées, de prendre ta formation passée, adapter cela, adapter au contexte du nouveau poste. Voilà le nouveau CV que tu as fait. Donc, tu pars de l'ancien CV qui était général. En fonction des postes, tu l'adaptes maintenant au nouveau. Ça veut dire que si demain, un autre poste d'électrotechnicien sort quelque part, tu fais la même chose. Et tu vas t'asseoir et maintenant comparer les deux CV. Tu verras que partout, tu auras le même poste, la même expérience, électrotechnicien, mais en fonction de l'offre de l'entreprise A et en fonction de l'offre de l'entreprise B, le contenu diffère. Même la façon d'écrire va différer aussi. Et c'est ça le secret, ça c'est le game changing dans le monde de l'emploi. C'est ça qui fait en sorte que, parce que je sais déjà, si tu es technicien, ça c'est ton hard skills que tu as appris ça à l'école. Un électrotechnicien peut faire 50 000 choses. C'est pour ça que tu peux être dans un immeuble, tu peux être dans une entreprise, dans une industrie, parce que tu as les compétences pour le faire. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux transférer ces compétences-là pour répondre à une nouvelle offre d'emploi? C'est utiliser la formation et l'expérience, matérialiser tout ça et transférer ça pour créer un nouveau CV. Tu n'es en train de rien inventer, tu es seulement en train d'adapter ton CV aux nouvelles exigences à venir. Et c'est plus tard quand tu entres dans l'entreprise que tu peux maintenant sortir les autres aspects. Parce que peut-être tu auras besoin d'évoluer là-bas. On aura besoin de faire telle chose. Tu vas dire non, je peux faire ça parce que je l'ai fait déjà là-bas. Pourquoi tu n'avais pas mis dans ton CV? Parce que ça ne répondait pas à l'offre. Ça ne répondait pas. Si je mettais ça, vous devez peut-être croire que j'ai beaucoup d'expérience et que je n'étais pas forcément, je ne cadrais pas forcément à vos exigences. Donc, il fallait que je m'assure que j'ai cet emploi et une fois dedans, je vais vous prouver les autres compétences que je n'ai pas. Mais déjà, quand tu fais ça, le gars qui lit ton CV sait que tu connais et il sait ta valeur parce qu'il sait que tu peux t'adapter facilement. Ok, merci. Autre question, les gars? Il est 28. Il demande comment savoir en fait si les loisirs ne vont pas être un blocus dans leur CV. Voilà, voici la réponse quelque part ici. Je vais retrouver ça. Comment est-ce que les loisirs ne peuvent pas être un blocus dans votre CV? C'est ça, la réponse est ici. Au lieu de dire, j'aime le football, la lecture, le cinéma, dites, j'ai été capitaine de l'équipe de football locale, peut-être de l'équipe de football de ma classe en terminale D ou en troisième M, je ne sais quoi, au lycée, ou bien capitaine de football de l'équipe des jeunes de mon village. Là-bas, j'ai acquis quoi? L'esprit de leadership. Hein? Au lieu de dire membre d'un club de lecture, au lieu de dire lecture, membre d'un club de lecture, j'ai la curiosité. Un club veut dire quoi? Que je me retrouve souvent avec des gens pour lire, c'est-à-dire communauté. C'est des choses que je n'ai pas mis. Voilà le game changing. Voilà comment vous devez changer votre façon. Donc, comment est-ce que les loisirs ne vont pas être... C'est ça, simple, comme j'ai dit. Et avec ça, demain, je dis, on va mettre ça en pratique la prochaine séance. Vous allez être surpris. Quand je disais ça aux jeunes, on disait, mais Clotaire, c'est trop de travail. Je leur dis, mais c'est mieux de passer une journée à travailler ça et à vous assurer au moins que vous aurez l'emploi. Parce que même si on ne vous appelle pas, vous avez fait un pas en avant. L'esprit critique, l'esprit de recherche, l'esprit de développement. Ça, c'est des connaissances que vous emmagasinez de manière automatique et c'est du learning by doing. C'est du learning by doing que vous êtes en train de faire. Parce qu'après, à un certain moment même, écoute, vous dites, mais avec tout ce que moi je connais aujourd'hui, là, peut-être je vais même créer ma propre entreprise. Oui, parce que c'est le que vous pouvez avoir. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Parfois, vous courez derrière le travail alors que vous pouvez être votre propre boss.
Peut-être on ne vous appelle pas parce que quand on regarde votre façon de faire votre CV, on sent que vous allez loin. Je vais vous partager l'expérience de ma dernière bourse en Espagne, où dans la fondation où j'étais éducateur social. J'ai fait 5 ans là-bas. Dernièrement, on a rendez-vous ces jours-ci pour se dire au revoir officiellement. Mais voilà comment je me sépare d'elle. Mais quand j'ai déposé mon CV à l'interview, dernière étape, nous étions 2. Elle m'a dit, Clotaire, quand je regarde ton CV, je sais que toi, tu es de passage dans mon entreprise, dans mon projet. Elle m'a dit ça à la dernière étape de la candidature parce qu'on était 2 et il y avait l'autre candidate était plus jeune que moi, était locale, elle parlait la langue locale. Moi, je ne parlais pas cette langue-là, je ne parlais qu'espagnol. Mais j'ai pris l'ascendant parce qu'elle ne parlait pas anglais, elle ne parlait pas français. Moi, je parle anglais, français, espagnol. Je parle d'autres langues du Cameroun. Je comprends bien le pidgin English, que tu sois nigérien, ghanéen ou de n'importe où. Quand tu parles le pidgin English, je comprends. J'ai capitalisé là-dessus. Et je lui ai dit, tu as besoin de quelqu'un de responsable que tu peux laisser fermer les yeux et savoir que cette personne-là va travailler. C'est ce que je lui ai dit. Tu n'as pas besoin d'un jeune qui va t'appeler à tout bout de champ. Tu as besoin de quelqu'un qui va faire et te dire j'ai fait telle chose parce que. Tu as besoin de quelqu'un qui va te mettre en confiance parce que toi, étant la directrice, tu n'as pas besoin des suiveurs avec toi. Tu as besoin des leaders, des personnes que si tu n'es pas là demain, ils peuvent gérer. Et un samedi ou un dimanche, ils gèrent la chose. Et lundi, tu te rends juste compte qu'ils ont bien géré et ont géré comme si c'était toi. Je lui ai dit, si tu as vu cette capacité-là dans l'autre personne, prends-la, tu me laisses. Mais je suis sûr de ce que je vaux. C'est comme ça que je lui ai parlé. Et je lui ai dit, si demain je vais partir, tu seras la première personne à être informée. Effectivement, quand il fallait partir, je lui ai dit, je m'en vais. Et aujourd'hui, on parle encore. Quand j'ai même des projets avec mon ONG, il y a des projets que j'oriente vers là. Je pars travailler avec les usagers de son programme. On en a fait 2 ou 3 projets déjà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question de la personne qui a posé. Après, il y a encore quelques questions là. Je n'arrive pas à voir les messages. Puisque ils n'ont pas dans le chat, j'essaie de mettre des questions pour les inspirer. Bon, j'ai mis cette question, comment écrire une accroche quand on ne connaît pas encore bien son domaine? Parce qu'on a parlé de l'accroche, je pense que c'est le slide 6. Et c'est ça, en fait, le problème des débutants. Comment écrire une accroche quand on ne connaît pas encore son domaine? Voici tout ça ici, dans les slides où j'ai présenté. Je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas qu'est-ce que je dois écrire. Je me mets à écrire tout ce que j'ai déjà fait au quartier, comme on dit souvent. J'ai poussé, j'ai fait l'agriculture, j'ai vendu la viande de rat au péage. Pendant les vacances, je partais acheter des vivres ici, je vendais là-bas. Pendant les vacances, j'ai fait des stages. Vous mettez tout ce que vous pouvez. Après, on va transformer ça en profession et vous allez voir. C'est facile. C'est facile. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, on m'a dit, ta licence que tu as au Cameroun, c'est 0. Ça ne compte pas ici. Ton Cameroun, c'est 0. Ça ne compte pas ici. Le travail que tu dis que tu as fait au Cameroun, on ne peut pas prouver. Donc, tu es 0. Tu es comme un nouveau-né. Je ne parlais même pas la langue. Ça fait 10 ans aujourd'hui, je forme les Européens. En 3 ans, j'ai repris tout. En moins de 3 ans, j'ai comblé tout ce vide-là. En moins de 3 ans. En 1 an, je parlais déjà espagnol. En 1 an et demi, j'avais fini mon master. Vous voulez quoi? Donc, c'est en fonction de ce que vous savez faire. Et la fondation où j'ai travaillé 5 ans, comme je vous ai dit, au départ, je leur avais envoyé mon CV. Ils ne m'ont jamais appelé parce qu'effectivement, l'expérience qui était sur mon CV n'était pas une expérience en Espagne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis mis la première année à faire du bénévolat pendant que je faisais mon master et les études de langue. Je faisais du bénévolat. Et c'est dans un groupe de bénévolat que j'ai eu la lettre de recommandation pour ce poste de travail-là. Pour que vous compreniez.
Je ne sais plus si je peux retrouver le CV de l'époque. Je vais vous mettre là, mais c'est du bénévolat. Je faisais du bénévolat dans 5-6 organisations. En 6 mois, quand vous avez fait des choses concrètes dans un environnement où vous vous intégrez, mais c'est beaucoup que vous pouvez mettre sur votre CV, surtout dans le volet social comme le nôtre. Et il faut comprendre votre domaine. Et c'est essentiel. C'est parce que on ne s'assoit pas pour planifier. On ne s'assoit pas pour faire du brainstorming, comme ce qu'on est en train de faire. Voilà, il y a 2 séances. C'est du brainstorming depuis que je suis en train de vous amener à faire et à vous projeter dans l'avenir. Quand je suis arrivé, des gens disaient, mais Clotaire, va chercher du travail dans les industries, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail là-bas, mais vas-y là-bas. Voilà. Je leur ai dit, je sais ce que je vaux. Je ne vais pas. Beaucoup aujourd'hui me demandent du travail. Beaucoup me demandent du travail aujourd'hui, de ceux qui, il y a 10 ans, me disaient d'aller travailler n'importe quoi. Donc, ça dépend de ce que vous savez de vous-même. Quand vous connaissez votre valeur, vous connaissez ce que vous pouvez apporter, il n'y a pas de raison. J'arrête la présentation d'abord. Oui. Voilà. Autre question? Il y a un autre bonsoir. Non. Je ne vois plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on arrête parce qu'il est presque 21h. J'ai respecté mon temps, hein? Kevin a une question. Si les gens ne veulent pas poser, on ne va pas. Oui, j'ai une question. J'ai une autre question. Oui, vas-y. Il est toujours nécessaire dans un CV de mettre à l'entête, de commencer toujours par le commentaire. C'est nécessaire cette partie-là. Quel commentaire? Déjà, faire un petit briefing, une brève présentation du candidat. Oui. C'est ça le profil professionnel. C'est important. Vous allez vous regarder la vidéo après. C'est ça qu'on appelle le profil professionnel. Normalement, après vos identités, le nom et tout ça, vous devez mettre le profil professionnel. Et ce profil professionnel-là, comme j'ai dit au départ, ça doit cadrer avec le poste que vous postulez. Ce n'est pas un profil professionnel général. C'est entre 2 et 3 phrases qui disent qui vous êtes. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? C'est comme disons comme un pitch, disons comme ça. Donc, dès que je lis ça, je vois candidat hyper motivé à rejoindre une équipe dynamique, mais adapté à l'offre que l'entreprise demande. Parce que quand le recruteur passe par là, il doit dire, oh, celui-ci a fait ses devoirs. Merci. Okay. Catherine ne pose pas de questions? Jenny? Taba? Jenny aussi. Oui. Ou vous suivez seulement, c'est bon. Bien, vous n'avez rien suivi. Non, on a compris. On va voir dans l'application, on va appliquer. Peut-être que la phase pratique sera un peu plus active alors. Donc, vous avez le devoir à faire. Comme j'ai dit à votre coordinatrice, j'ai besoin pas forcément de 10 personnes, de 5 personnes qui veulent être suivies. Donc, de la première session, vous avez des devoirs à faire. Je ne sais pas si ça a été soumis. Ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo et soumettez les devoirs. Ce n'est pas l'école, hein? Ce n'est pas l'école où vous allez échouer. Ici, là, le devoir que je donne, c'est des devoirs pour vous améliorer. C'est vous seul. Personne ne vous évalue. C'est vous-même qui allez vous évaluer. Maintenant, là, je vous dis, allez faire votre CV brouillon où vous écrivez tout. Si vous ne pouvez pas écrire, enregistrez même vous en train de parler. Même si c'est 5-10 minutes, vous dites tout ce que vous faites. La prochaine séance, là, c'est une session pratique.
Je ne vais pas préparer de PowerPoint. Peut-être je vais préparer un PowerPoint juste pour, ou bien une vidéo de 5 minutes qu'on va mettre, vous allez regarder. Mais je crois que ça doit être une session pratique où vous allez me donner votre CV brouillon et je vais vous faire la démonstration en ligne. En ligne. D'abord pour éclairer le CV brouillon et faire de ça maintenant un CV brouillon professionnel dans Word que vous pouvez utiliser. Et je vais faire ça en ligne et renvoyer à la personne. Mais je ne veux pas faire ça à plus d'une personne, une seule personne qui aura fait son travail. Après ça, on va passer à voir s'il y a une offre d'embauche avec cette personne-là. On va adapter son CV à cette offre d'embauche-là. Et après ça, on va voir maintenant comment amener ce CV adapté là, parce que ce sera du texte, amener dans Canvas. Les 1 heure de session là, on va se focaliser dessus pour que les gens voient comment ça se passe. S'il y a maintenant quelqu'un qui a enregistré, qui n'a pas pu écrire, si la personne a enregistré le voice, on verra aussi comment on peut passer du voice au texte de manière simple, efficace et gratuite. On le verra, on pourra le faire. Je vais essayer de calibrer, mais avant la session, j'ai besoin de savoir qui vient avec quoi. Et avec ça, on va travailler de manière pratique pour que vous voyez. Parce que si après toutes ces 8 sessions-là, parce que c'est du gratuit qu'on est en train de faire, et après ces 8 sessions-là, vous avez encore des problèmes. J'espère qu'après ces 8 sessions, les 5 personnes qui seront vraiment motivées et qu'on va suivre pourront changer leur vie et pouvoir témoigner et dire voilà ce qu'on a fait. Moi, je ne vends pas, je ne vous dis pas que vous aurez l'emploi, mais je dis vous allez vous améliorer comme personne. Je ne vends pas ce qui n'est pas vendable aux gens. Vous allez voir un volet, un côté de vous que vous ne voyez pas, que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Je ne parle pas des églises ou bien de charlatans. Non, je vous parle de la réalité professionnelle. Vous allez changer votre façon de voir. Il y a... Please, Bon, okay. le chat, Okay. Terrain is to be done orally. What do you mean by it is to be done orally? I mean, if you don't have typing capacity or if you don't have writing capacity, you can record yourself speaking, like voice recording, and send whether by WhatsApp or by email. But you can record yourself saying what you know how to do or what you have done in the past. Whatever you have done in the past. You have been helping your family with house chores. You have been helping the neighbor. You did farming. You did small sellings. Say everything, and then we will just take the voice and transform into a text instead of typing. This is another way of being able to use the current technology trend or available tools to work for you fast. Sometimes I just record myself and then I will transfer or I will convert the voice to a text. I can record myself for 10 minutes and then transfer it, transcription, to a text directly. We have technology for that, and some of them are free. You have some free capacity per day that you can use. You can play with it. Professionally, I use it, so I pay for it, but we would try it with free version for you to see that it's possible. okay. Yes, you can record and send. You can send to Edwidge by email or by WhatsApp and so on. There's no problem. Nowadays, you have everything to be able to work hard to change your situation. It's up to you. And even to learn new languages, even to learn new skills, it's easy nowadays. 10 years ago, it was impossible. It was difficult. Nowadays, it's easy. So it's about you dreaming to go out of the situation you're facing right now using the technology. It totally is different. Life is changing. It's going fast. People are using technology to do a lot of things. Don't sleep. If you sleep, you will wake up and kids will come from nowhere and they will stand and you will be amazed about what they're doing.
I'm not saying that I'm the best because I'm not even using 10% of available tools, but the small tools that I'm using, I want to share it with you because I think that it can change your way of seeing things. From this session, it's not by mistake that you're here. So from this session, from this project, you should gain something valuable for your life. This is what I'm meaning with this. You know, you have the feedback. You have the feedback form in the chat box, in the chat queue. Just hit the link or copy and paste it, and then respond. And we can catch up also in the WhatsApp group, or you can post any of your questions there without any problem. We'll be able to respond. Okay, guys, I'm done for today. Je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai rempli ma mission d'aujourd'hui. S'il vous plaît, le temps de remplir le formulaire, allumez les caméras pour que je fasse une capture. Ah oui. Bon, il y a d'autres qui ne vont pas allumer les caméras. Les caméras, s'il vous plaît. Il n'y a pas les mégas. Est-ce qu'il y a les mégas pour allumer? Les gens se sont déjà battus pour venir à la session. Tu n'es pas content. Tu demandes encore d'allumer les caméras. Si les mégas... Denise, ça va, je veux voir ton visage, s'il te plaît. Denise, au Gabon, il y a les mégas. Pardon, ne nous souviens pas. Merci. Qui est du Gabon? C'est Jenny. Oh, oui, c'est le Gabon. Il y a une question, je crois. Olivier, oui, tu peux poser ta question avant qu'on le ferme. Merci, c'est bon. Après, bon, Olivier n'a pas de question, je crois. Après, il y a Catherine qui demande how can one monetize the athletic profession? First, let us finish with your CV, and then we will come back to this question. Because to be able to monetize your athletic profession, we need to know who you are. You need to know who you are. It's good because you're an athlete, you have these skills. But let us finish your CV, and then from there, we can set up something. Okay, Catherine? It's possible. We just need to dig down deeply and to determine what you want to do for tomorrow. It's not just about the profession. It's about also your desire, what you want to become tomorrow. And then from there, we can orient you easily and we can work out this. Yes. OK. Merci les gars. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vais arrêter. Bye bye.